On va commencer cette table ronde sur la e-santé. Alors, peut-être un propos introductif, alors que la société, dans sa globalité, semble avoir entamé sa mue digitale. La pharmacie d'officine reste encore une sorte de petit village d'irrésistibles gaulois perméable à tout changement, en tout cas numérique, puisqu'on a vu sur les missions que là, le changement avait lieu. Il y a quelques groupements, il faut nuancer les propos, il y a quelques groupements et enseignes qui ont lancé des initiatives pionnières en la matière, mais une majorité de pharmaciens restent encore sceptiques, voire totalement frileux à l'idée d'une insertion du numérique dans leur activité professionnelle. Pour preuve, l'Ordre a lancé une réflexion sur la communication, une vaste concertation qui exclut pour l'instant de se pencher sur les réseaux sociaux et la vente en ligne, pourtant deux composantes essentielles à la pharmacie d'officine. Et pourtant, en matière de services digitalisés, la demande est là. Selon une dernière étude, une enquête réalisée par les Échos, étude en juillet dernier, 78% des Français estiment que les pharmaciens d'officine sont les plus légitimes pour vendre des objets connectés ayant une vocation médicale. Et 55% de ces mêmes sondés estiment également que le pharmacien d'officine est le plus apte à recommander des applications mobiles facilitant la bonne observance des traitements. Donc voilà, il y a vraiment un double enjeu. Donc malgré l'intérêt des patients français pour la e-santé, la pharmacie d'officine peine à se mobiliser. Donc pharmacien, ne passez pas à côté de l'e-santé. C'est l'intitulé de notre table ronde d'aujourd'hui. Alors pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Attia. Vous êtes directeur Cloud Santé d'Orange Healthcare. Lucien Benatan, vous êtes président de Ma Pharmacie Référence. Uwe Diegel, vous êtes président de iHealth Europe. Camille Fraisse, vous êtes fondatrice pharmacienne, c'est important de le préciser, et fondatrice de Valwin. Carlos Gem, vous êtes directeur de la division santé et équipements médicaux de Samsung Electronics France. Et donc Benoît Thiolin, qui va peut-être finir par arriver, qui était l'ancien président du Conseil national du numérique. Uwe Diegel, peut-être un premier mot. Je parlais justement de frilosité des pharmaciens d'officine. Comment vous ressentez ça? Vous avez l'impression que le digital, la digitalisation du système de soins en France ne passe pas par la pharmacie d'officine. Est-ce que c'est lié à quoi? À une culture, à un comportement, à une pratique du métier très française? Je pense qu'on a fait une erreur stratégique quand on a lancé la santé connectée. C'était beaucoup plus facile de les mettre en instruments grand public à travers les Carrefour, les Apple Store, parce que les premières versions de la santé connectée, c'était plutôt du bien-être connecté, où il n'y avait aucune contrainte réglementaire. Mais le fait est qu'aujourd'hui, quand une petite vieille dame veut acheter un tensiomètre, elle va quand même, la première étape où elle va aller, c'est la pharmacie. Et il y a un retour qui est en train de se faire vers le vrai professionnalisme. Il faut différencier objet connecté et dispositif médical connecté. Dispositif médical connecté ne peut être vendu qu'en pharmacie. Donc c'est juste une approche sémantique selon vous, c'est juste en termes de termes. Le problème, c'est que c'est aujourd'hui devenu un peu trop facile de développer un nouveau produit. N'importe quel crétin avec une bonne idée va la mettre sur Kickstarter, sur Indiegogo, et donc tous les 2 jours, on a un nouveau produit qui sort, qui fait cric crac boum, et c'est en train de gadgetiser l'industrie du médical dans les yeux du médecin et de la pharmacie. Mais un dispositif médical reste un dispositif médical qui est enregistré à l'ANSM, qui est, selon les cas, remboursé par la Sécurité sociale, comme un glucomètre connecté. Il n'est pas remboursé parce qu'il est connecté. Il est remboursé parce que c'est un dispositif médical. Et donc, il y aura une gravitation naturelle de tout ce qui est médical envers la pharmacie. C'est en train de retourner naturellement vers la pharmacie. D'accord. Carlos, j'aime peut-être un mot sur cette... Alors on parlait avec UV un peu de gadgetisation. On a l'impression qu'il y a aussi un problème de réseau. C'est-à-dire que vous avez créé, je crois chez Samsung, le parcours de soins digital du patient. On a l'impression que c'est plutôt hospitalo-centré, la digitalisation du système de santé, que voilà, ce que je disais, c'est que la pharmacie, elle reste un peu à l'écart de ces transformations et de l'insertion du numérique. Vous confirmez ça ? Alors, pas du tout. Ah, bon. Non, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'on est en train de vivre une vraie mutation de la pratique médicale. On est confronté à une situation où on a trop de lits d'hospitalisation. Donc, on est en train de réduire le nombre de lits d'hospitalisation. Donc, ça va en fait accélérer le développement de toutes les technologies de santé à domicile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est face à une problématique économique. L'hôpital public perd. La dette cumulée des hôpitaux publics, c'est 28 milliards d'euros. Donc, de toute façon, le modèle que l'on vit aujourd'hui ne peut pas résister à cette vague de changements que l'on va vivre dans les prochains mois, les prochaines années.
Alors pourquoi est-ce que je pense que le pharmacien a une vraie place dans le parcours de soins digital? C'est que même si l'impulsion vient de l'hôpital... c'est une porte d'entrée, hein, c'est ce que vous disiez, l'hôpital reste une porte d'entrée du numérique. Va être un facilitateur. Ouais. Le retour à domicile, quand vous êtes face à un patient chronique qui a besoin d'être hospitalisé à domicile, il y a une liste d'actions qui sont nécessaires pour l'accompagner. Et le pharmacien est le dernier maillon et celui qui va coordonner l'offre de soins de ce patient qui va être hospitalisé chez lui. Donc aujourd'hui, le pharmacien doit prendre, s'il ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Hein. Ce sera soit l'assurance, soit la mutuelle, mais le pharmacien doit prendre la place et être l'interlocuteur du patient quand il a besoin de faire appel à des technologies pour l'accompagner dans sa pathologie. Alors on parlait d'une prise en main, du coup vous rejoignez le titre très incitatif de la table ronde. Uwe Diegel, peut-être on a l'impression qu'il manque une incitation politique forte pour faire justement du pharmacien d'officine un relais de l'e-santé. Je voulais poser la question à Benoît Thiolin sur la loi de santé où finalement il y a très très peu quand même de références à tout ce qui est digitalisation du parcours de soins, à tout ce qui est objets connectés, e-observance. Vous ressentez ça, un manque de conviction politique pour faire porter cette digitalisation ? 2015 a été une année particulièrement importante parce que c'est la première année où le monde a réalisé que tout ce qui pouvait être connecté allait être connecté. De la même manière que quand vous achetez un ordinateur, vous ne demandez pas est-ce que mon ordinateur va avoir Internet. J'ai une question piège à vous poser, Olivier. Est-ce que vous savez combien de centenaires il y a sur la planète aujourd'hui ? Non, aucune idée, vraiment aucune idée. À peu près et je pose les questions généralement, c'est pas moi qui y réponds. Donc, Mais il y a à peu près 450 000 centenaires sur la planète, ce qui paraît énorme, mais en 2030, on sera 30 millions de centenaires. Et aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas vivre jusqu'à 100 ans. Ils veulent vivre jusqu'à 100 ans, capital V, souligné, et donc ça veut dire qu'il va falloir en prendre soin. Et la pharmacie est encore le premier point de repère pour la vieille personne qui veut prendre soin de ses pathologies. La pharmacie est aujourd'hui la troisième personne favorite des Français. Après, il me semble, le facteur et le pompier qui sont les premiers. Et ça, les pompiers, ils sont beaux quand même. Hein. Il y a des très beaux pharmaciens aussi. La pharmacie est encore le premier point de repère médical pour les personnes. Et donc, naturellement, la pharmacie va avoir un rôle prépondérant à jouer pour la gestion des pathologies chroniques parce qu'on va en avoir de plus en plus et on va avoir besoin de prendre soin de ces personnes de plus en plus. Alors justement, la transition est toute faite avec vous, Lucien Benaton. On parlait, Uwe Diegel parlait de patients chroniques, parlait justement de démographie médicale, de vieillissement de la population, c'est des phénomènes inévitables. Vous avez lancé Ma Pharmacie Référence. Est-ce que j'ai expliqué en préambule, vous êtes un peu un des pionniers de l'e-santé dans le réseau officinal français. Vous voyez un petit peu ces différents leviers de croissance en pharmacie pour justement capter, alors voilà, on parle de clientèle, mais plutôt une patientèle chronique. Oui, effectivement. Enfin, je crois que quand on parle, et c'est normal, on va parler e-santé, mais moi je vais parler pharmacien. Et moi, pharmacien, je suis confronté à des patients et j'ai aussi des clients. Et puis je suis confronté au monde économique normal. Et là, j'ai la e-concurrence. Donc ça fait beaucoup de i pour moi tout seul. Donc, nous, on a essayé d'intégrer toutes ces évolutions. On a, de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, on a devant nous de nouveaux patients, de nouveaux clients qui veulent être plus libres, mais plus accompagnés, qui veulent choisir tout seuls dans leur coin, mais qui veulent en même temps être informés, qui sont plus exigeants, bref. Mais en même temps, il a envie d'être tout seul et il décide tout seul. Et puis il va finir quand même par avoir besoin de plus d'humanité, de proximité. Donc le pharmacien a toute sa légitimité dans ce développement. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, il faut qu'on invente un nouveau métier, cœur de métier, on l'a bien compris. Et j'ai essayé de lister. Je me suis dit, si je suis jeune pharmacien et que je veux m'installer, mes pairs me laissent quoi ? Ils me disent, Lucien, il faut que tu informatises le renouvellement d'ordonnances. Il faut que tu fasses des entretiens pharmaceutiques. Il faut que tu fasses des entretiens sur d'autres pathologies, même qu'elles ne soient pas conventionnées. Il faut que tu t'impliques dans l'ambulatoire, parce que l'hôpital va être réorganisé.
il faut que tu t'impliques dans le maintien à domicile, il faut que tu t'impliques dans la préhospitalisation, il faut aussi que tu t'impliques dans l'observance, dans le dossier patient. Et puis le click and collect, maintenant, prenons le côté hors cœur de métier, c'est-à-dire le côté commerçant du pharmacien. Il faut que j'aille aussi il faut que je sois présent sur les réseaux sociaux. Parce que de toute façon, que je le veuille ou non, on va me juger, c'est pas moi qui le décide. Se poser la question de savoir si on doit communiquer ou pas sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas, les clients le font pour nous. Donc, il n'y a pas de souci. Je veux dire, la question ne se pose pas. Il faut que je m'implique plus dans la médecine prédictive, dans l'autodiagnostic, dans la prévention. Il faut que j'informe plus. Bref. Et puis, poussons encore le côté commerçant sur la notion parapharmacie. Il faut que je sois un commerçant moderne, donc développons les cartes de fidélité. Mais ils n'en ont plus rien à faire de leurs cartes de fidélité en plastique. Maintenant, elles sont dématérialisées, ces cartes de fidélité. Alors moi, je ne vais pas rester à la carte en plastique quand tout le monde invente la carte dématérialisée. Donc là, évidemment, quand on a imaginé la nouvelle enseigne, on a dit qu'il fallait... On s'est dit d'abord, on a appris 2 jeunes start-upers qu'on a rentrés chez nous, parce que je ne sais pas, Lucien Benathan, 45 ans, pardon, qui va inventer la nouvelle pharmacie. Donc je me suis appuyé sur des jeunes qui commencent à être vieux puisqu'ils ont 28 ans et qui m'ont dit écoute Lucien, voilà comment on rêve la pharmacie d'aujourd'hui, comment on la rêve pour dans 20 ans, dans 15 ans. Et puis bien sûr on a rencontré Carlos et ses collaborateurs pour savoir ce qu'ils faisaient, vers où ils allaient, comment ils allaient. Et puis on s'est rendu compte que en fait digitaliser le maximum d'éléments de nos officines allait nous permettre finalement d'offrir plus de services, de développer son activité, d'aller chercher des nouveaux clients, sans pour autant augmenter nos masses salariales, c'est-à-dire nos frais. Donc quelque part, ça participait à une meilleure gestion de notre entreprise. Donc voilà, ça c'est les premiers points. Après, j'évoquerai sur l'observance, qu'est-ce qu'on a décidé de faire. Mais peut-être, Frédéric Attia, peut-être rebondir sur ce que disait Lucien Benathan. Il parlait de médecine prédictive, on peut même rajouter peut-être participative, personnalisée. Je crois que c'est les 4 P. C'est des notions, des valeurs fortes à faire véhiculer au sein du réseau officinal. Oui, évidemment, donc effectivement, il y a la médecine d'abord curative, puis préventive, puis prédictive. De plus en plus maintenant avec le big data, on réussit à avoir des données sur la génomique, on arrive à personnaliser la médecine, notamment dans le suivi de l'oncologie, etc. Donc ça c'est inéluctable, on a une maturité qui arrive, qui n'était pas là, et en même temps il y a une maturité technologique de ce qu'on appelle la e-santé qui est en parallèle. Donc la complexité, c'est finalement, effectivement, comme le disait Lucien, d'allier tout ça. Si je reviens sur le rôle du pharmacien, parce que c'est ce qui est intéressant. Peut-être... quitte à être un peu en désaccord avec Carlos, aujourd'hui c'est quand même relativement hospitalo-centré les projets qu'on fait. On voit les projets de territoire de soins numériques, on voit les projets de MAD, de HAD. Pour les derniers projets de TSN, l'État a donné 80 millions d'euros par exemple à 5 régions. Et qu'est-ce qu'on constate quand on creuse qu'il n'y a pas un grand rôle du pharmacien dans ces TSN. Le TSN, à mon avis, le plus abouti, entre guillemets, c'est celui de Rhône-Alpes. Et on voit bien que Rhône-Alpes a réussi à mettre le conseil départemental pour... tout ce qui est dépendance, a réussi à mettre l'URPS pour la médecine libérale, évidemment les hôpitaux, mais on ne voit pas tellement encore le rôle prépondérant du pharmacien. Or, en réalité, en dehors du côté épicier, entre guillemets, le pharmacien devrait jouer un rôle central, comme on l'a dit, sur tout ça. Aujourd'hui, concrètement, ce n'est pas le cas. Ça le sera, mais ce n'est pas le cas. Camille Fraisse, vous êtes pharmacienne, jeune pharmacienne qui plus est, au fait de ces nouvelles technologies. On parlait d'implication du pharmacien justement dans cette digitalisation des services. On n'a pas parlé, on en parlera peut-être plus tard, mais du volet formation. Parce que c'est vrai que dans le cursus universitaire, alors je ne sais pas, vous avez été diplômé il y a quelques années, mais est-ce qu'il y avait vraiment une imprégnation du numérique dans des modules de management, de services, ou alors c'est... Non, pas rien. du tout. La seule chose que j'ai entendue pendant mes études, et donc j'ai terminé il y a à peu près 3 ou 4 ans, je ne sais plus, c'était surtout n'allez pas sur Internet, c'est interdit. Voilà. À partir de là, c'est compliqué d'aller dans la e-santé parce qu'on n'a pas notion de ce que c'est, de ce qu'on peut faire avec. Et quand on ne connaît pas, on a plutôt tendance à avoir peur. On se dit, mais comment on va utiliser ça ? La pensée principale des gens sur la e-santé, c'est on va transformer la relation, il n'y aura plus de contact humain, etc.
Sauf que la définition de la e-santé, c'est mettre à disposition les nouvelles technologies d'information et de communication. C'est juste un moyen d'améliorer le service rendu et de faire du conseil associé, de l'observance, etc. Le temps qu'on passe au comptoir avec les patients quand on va leur parler de leur pathologie, c'est un temps qui est restreint. Et après tout, en utilisant la e-santé, on leur donne le moyen de pouvoir s'éduquer, d'être mieux informés. Et c'est juste des supports, en fait. Et c'est aussi un support pour le pharmacien pour communiquer sur ce qu'il fait, ses services. Justement, vous mettez le point sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire le problème du pharmacien d'officine, c'est quand même la proximité, le contact patient, l'aspect humain. Uwe Diegel, peut-être que vous voulez réagir là-dessus, c'est ce côté, on a peur un petit peu de virtualiser le conseil pharmaceutique. Et en fait, cette peur est-elle légitime ? Il y a des nouveaux mots que j'entends qui sont inventés au fur et à mesure. Je pense qu'on a tous entendu le mot ubérisation de la santé, ubérisation du rôle du médecin, du rôle de la pharmacie. Mais si on y pense, dans l'esprit, dans l'inconscient des gens, les gens ils pensent à Uber qui va remplacer le taxi. Mais si on y réfléchit, un taxi, c'est une voiture qu'on appelle et qu'on paye pour nous amener de A à B. Un Uber, c'est une voiture qu'on appelle, qu'on paye pour nous emmener de A à B. Le rôle est le même, la méthode a changé. Oui. Et donc, de la même manière, le rôle de la pharmacie ne va pas changer. Il va être de plus en plus important parce qu'il va apporter du service. Mais de la même manière, on n'est pas ici pour remplacer le pharmacien ou pour remplacer le médecin. C'est tout simplement un outil de plus. Et c'est que si cet outil n'est pas utilisé, que le pharmacien va se trouver désuet et remplacé par des nouvelles technologies. Carlos, on parlait de dépassement, un peu de retard à l'allumage de la pharmacie d'officine. On a l'impression que le pharmacien ne travaille pas seul, il travaille dans un réseau de soins avec le médecin prescripteur. Vous n'avez pas l'impression qu'il faudrait d'abord une digitalisation de l'ensemble des professionnels de santé libéraux avant de s'intéresser simplement au phénomène de la pharmacie ? On a parlé de l'hôpital qui a entamé sa mue digitale. Si finalement le prescripteur ne fait pas de ordonnances ou de services à valeur ajoutée numérisés, finalement, le pharmacien, il aura beau se lancer sur des nouvelles technologies, ça ne servira pas à rien. Est-ce que la question sous-jacente, est-ce que la digitalisation est un vecteur d'interprofessionnalité, selon vous ? Alors oui, il faut réorganiser la relation entre les différents professionnels de santé. Mais je pense que le vrai enjeu, si on veut véritablement vivre une mutation des usages autour des objets connectés, il faut créer du service. Parce que vendre un objet connecté pour vendre un objet connecté, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est de se dire, OK, je propose une solution à un patient. Il est, par exemple, il est insuffisant cardiaque ou il veut perdre du poids. Mais derrière, qu'est-ce que je fais ? Je lui vends une prestation de coaching sportif. Je lui vends un rendez-vous avec un diététicien. Je lui mets un protocole en disant, voilà, vous allez vous peser tous les jours, vous allez prendre votre tension, vous allez prendre votre glycémie, et on va se déterminer d'un programme. Je l'appelle. C'est ça, en fait. Et moi, en tant qu'utilisateur, ce que j'attends de mon pharmacien, c'est qu'il me donne du conseil et qu'il m'accompagne dans ma prise en charge. Et le véritable enjeu, au-delà du fait de créer un vrai territoire digital de soins, le vrai enjeu, c'est que le pharmacien doit apporter une prestation de service, amener autre chose. Si c'est pour vendre de l'objet connecté, vous avez un nouvel acteur qui va rentrer au 1er avril sur le marché de la pharmacie, il va vendre des objets connectés. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment se démarquer, changer de paradigme et de se dire, OK, le pharmacien a un rôle local. Il a une mission médicale locale d'accompagner les patients. Et donc il doit amener du service, faire de la livraison plateau repas, être en relation avec la poste pour livrer des choses. Il y a un service. Et le rôle des groupements, on en a discuté avec Lucien, le rôle des groupements, c'est de structurer cette offre de service et de la mettre à disposition des pharmaciens. Parce que tout seul, sincèrement, c'est pas possible. Donc il faut s'allier, créer une offre et proposer cette offre de service. L'objet connecté n'a aucun intérêt s'il n'est pas accompagné de services. Lucien, peut-être un mot justement sur l'implication des groupements. Est-ce qu'ils peuvent être moteurs de cette digitalisation ? Oui. On pense qu'à eux en même temps. Non, mais oui, parce que les groupements peuvent... tout ça, on en parle régulièrement sur le stand. On me dit, mais ça a un coût. Oui, ça a un coût quand on est tout seul et on va à la pêche des informations, on va à la pêche des sociétés prestataires. Donc un groupement, ça permet de mutualiser les coûts. Ça commence déjà par ça. Et puis ça permet aussi de réfléchir en amont. Nous, aujourd'hui, je ne veux pas parler spécialement de mon offre, mais si je suis pharmacien, je me dis quoi ? Ça veut dire quoi ? Ils me disent depuis tout à l'heure, il faut digitaliser mon officine. Alors, 1, il te faut un site internet. Première chose. 2, il te faut être présent sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu vas pouvoir animer ton site internet ? Non. Confie-le à ton groupement. Les réseaux sociaux. Confie-le à les groupements.
Il te faut une application mobile. Sur une application mobile, il faut que je sois présent. Donc là encore, c'est mon groupement qui va le faire. Il faut que je mette en place la notion de renouvellement d'ordonnance via mon site internet. Il faut que je fasse du click and collect. Mon groupement peut travailler là-dessus, m'installer ça. Ensuite, il me faut un site marchand, parce que oui, il faut être présent. Michel-Édouard Leclerc rentre le 1er avril, je dois y être. C'est pas grave, on est aussi bon que lui. Il n'y a pas besoin de faire à chaque fois des complexes. D'ailleurs, il faut qu'on arrête de parler de lui, on lui fait de la pub. Et ça lui plaît. Il faut que je puisse aller sur Amazon. Il faut que les pharmaciens aillent sur Amazon. Il faut que vous alliez sur venteprivée.com. Bien sûr, il faut que les pharmaciens sont dessus. Mais pour faire quoi? Pour être présent. Pour être présent. Et puis après, derrière, le cœur du métier. Il faut que je puisse pusher des mails à mes patients. Il faut que je puisse pusher des SMS à mes patients. Il faut que je fasse de la conciergerie. Tu me parles du service, de la livraison à domicile, de la livraison de repas. Il faut, en plus, qu'éventuellement, on s'implique dans l'observance. Bon, je prends un exemple. Nous, on a décidé que dans toutes nos officines, chaque fois qu'on va vouloir vendre de l'observance, proposer de l'observance, on va louer cet appareil. On va louer cet appareil, X euros par mois. Cet appareil, c'est quoi? Je le branche à mon ordinateur, je rentre toutes les coordonnées du patient, son ordonnance, donc je mets le plan posologique, je mets le médecin à alerter, le pharmacien à alerter, la famille à alerter. Si le patient tombe, ça envoie des SMS. Ensuite, pour le patient, ça bip. À chaque fois qu'il prend son traitement, il appuie. Je mets ensuite ça branché sur mon ordinateur, je sais s'il a suivi ou pas. Ça commence, c'est le début. C'est le début. Parce que, tu te doutes, Olivier, tous les jours, on rencontre des startups qui ont inventé le truc merveilleux. Toutes les semaines, tous les jours, je rencontre des formateurs. Tous les jours, je rencontre des gens qui veulent installer de la nouvelle technologie ou de la digitalisation dans les officines. Le rôle d'un groupement, c'est justement de faire le tri dans tout ça, c'est d'organiser tout ça et d'aller étape par étape. Et de fait, en digitalisant les officines, naturellement, on se retournera vers nous lorsqu'il faudra aller plus loin dans la digitalisation de la santé et dans l'interprofessionnalité. Mais si aujourd'hui nos officines ne donnent pas cette image, ne transmettent pas ce message, ne transpirent pas la digitalisation, alors on ne pensera pas à nous. Justement, Uwe Diegel, je rebondis sur ce que disait Lucien Benathan. Est-ce qu'on est, pour des producteurs, pour des fabricants d'objets connectés ou de dispositifs médicaux connectés, pourquoi ne pas préférer un canal de distribution type GMS avec, c'est un peu la question provoque, mais avec des armes logistiques, des outils de commercialisation, des outils marketing forts, plutôt que passer par le pharmacien d'officine où sinon l'offre est assez hétérogène en fonction des groupements, en fonction de l'aptitude à digitaliser. Qu'est-ce qui vous amène sur le canal de distribution de l'officine? Enfin, pourquoi le privilégier par rapport à la GMS? Aujourd'hui, on parle tous de la santé connectée comme si c'était le nouveau nirvana du business. Tout le monde veut faire de la santé connectée. Mais en fait, la santé connectée existe depuis belle lurette. Le premier pacemaker a été implanté en 1976. Ils sont connectés depuis 20 ans, les pacemakers. Ensuite, on a passé à la deuxième génération qui était de connecter les appareils au smartphone et ce qu'on appelle the wearable technology, où les gens ils choisissent d'acheter un appareil, d'en l'envoyer à un cloud sécurisé, hébergé par Orange, par Frédéric, qui fait très bien ça. Et ensuite, mais la troisième génération est en train d'arriver. On est en train de basculer du wearable au forgettable, à l'oubliable. En fait, où la technologie s'inscrit dans la vie de tous les jours et tout va devenir connecté. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à vraiment se servir de ces données. Et je dis ça sans porter préjudice. C'est aujourd'hui, ce qu'on fait sur le cloud, c'est du comptage de bûches. On prend les données, on les met sur un cloud sécurisé, hébergeur de données de santé agréées, etc. Et ensuite, on les régurgite d'une manière un peu plus palatable pour le patient. Le vrai but de la pharmacie, c'est pas seulement de prendre une donnée. Prendre une donnée, c'est facile. Mais c'est savoir quoi faire avec la donnée qui est important. Ouais. Et là, la pharmacie devient absolument essentielle. Parce que le patient, ce n'est pas un professionnel médical. Mais que le pharmacien lui donne un service de gestion de son hypertension, gestion de sa maladie chronique. Parce qu'il y a un truc, quiconque a une maladie chronique, quelle qu'elle soit, sclérose en plaques, hypertension, diabète, quand on a une maladie chronique, on est défini par son mode de vie. Et tout ce qu'on cherche, c'est une relation avec un tiers de confiance, une pharmacie qui va nous aider, que ce soit une relation positive,
évolutive, on s'en fout, du moins qu'il y ait une relation. C'est ce que cherche la patient, et la santé connectée va vraiment nous permettre d'améliorer la relation à la pharmacien, et ça va fidéliser le client à long terme, parce que quand quelqu'un est sur un programme de gestion d'hypertension, gestion du diabète avec sa pharmacie, qu'il reçoit des messages automatisés, attention, on remarque qu'il ne vous reste plus que 17 bandelettes pour votre glucomètre, venez chercher vos nouvelles bandelettes, et en même temps, si vous avez du diabète, il faudrait peut-être regarder la tension en même temps. C'est ce que cherche le patient. Et c'est la seule personne qui est capable de donner ce service aujourd'hui, c'est la pharmacie. Justement, Carlos ou Frédéric, est-ce que vous avez l'impression que le pharmacien, dans un avenir proche, a vocation à devenir un peu le référent ou le sentinelle des données de santé médicales ? Moi, j'ai le sentiment que ça l'est déjà. Sauf qu'il va y avoir une mutation de la médecine en France. Donc le pharmacien va également changer la manière dont il va adresser ses patients et ses clients. Mais ils ne les exploitent pas. On parlait d'exploitation des données de santé. Elles circulent à l'officine, mais il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Non, je reviens sur ce que je disais précédemment. C'est-à-dire, à partir du moment où vous serez en mesure d'apporter un vrai service à forte valeur ajoutée, parce que vendre un dispositif médical connecté, donc déjà, il faut que ce soit un dispositif médical connecté, sincèrement, c'est pas très compliqué. Nous, on vend 1,5 milliard d'objets par an. Ils seront tous connectés à horizon 2017. Mais qu'est-ce que je fais de cette information ? C'est-à-dire, est-ce que je vais créer autour de mon territoire de santé, est-ce que je vais créer une offre qui va me permettre d'amener de la vraie valeur aux patients ? Et c'est là-dessus que vous allez gagner de l'argent en tant que pharmacien. Je vais faire du conseil, je vais par exemple promouvoir un régime alimentaire particulier, je vais donner un traitement. Et pour l'État, il y a un véritable sens, parce que je vais mieux optimiser le traitement du patient par une meilleure observance, par un meilleur accompagnement. Donc tout le monde est gagnant. Une économie à terme. Le pharmacien, c'est le hub digital de son territoire de santé. Et si le pharmacien ne le fait pas, d'autres le feront. Moi, je travaille sur des projets, on accompagne des pharmaciens, mais il y a des entreprises aujourd'hui qui s'intéressent. Et si le pharmacien ne prend pas le leadership sur cette mutation que l'on va vivre, d'autres le feront. Et d'autres qui ont la même proximité avec les patients. Frédéric, oui, un mot. Ah oui, 1, 2, 3. Oui. Je rajouterais aussi, et donc je suis d'accord avec ce qu'a dit Carlos, mais je rajouterais en plus que le pharmacien n'a pas à rougir des données qu'il exploite. Hein. Quand on voit le relatif succès du DMP et le succès du DP, je pense qu'il y a des choses à faire sur la gestion de certaines informations. On a la chance en France d'avoir une base de données médico-administrative qui est le SNIRAM, qui est sous-exploitée, on ne sait pas quoi en faire vraiment, etc. Il n'y a qu'un faible échantillon qui est consultable. Voilà. C'est dommage, c'est la seule base de données mondiale qui couvre l'ensemble d'une population de quasiment 60. Bon, à partir du moment où le DMP passe au niveau de la CNAM, que vous réussissez à exploiter ces données dans une optique aussi de remboursement, vous changez un petit peu la donne. Et là, le pharmacien est plutôt bien placé pour ça. Et je pense en plus sincèrement que la sécurité n'est pas une option là-dedans. Hein. Je suis désolé d'en parler parce qu'à un moment donné... On va en parler justement, je voulais vous faire... Vous êtes dans le remboursement, vous êtes dans le big data. Et encore une fois, c'est le service qui compte. Hein. Les objets connectés, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ça va, ça vient... Je suis désolé de dire ça. Les 9 dixièmes en dessous, c'est-à-dire le service, c'est ça qui est clé. Et là-dedans, effectivement, les données... alors moi aussi, je suis contre le nirvana de... le sorte de... On va monétiser les données et ça va donner un truc génial. Il faut faire attention à ça. Hein. Mais globalement, il y a des choses à faire. Je vois mieux qu'il est. Non, mais je veux dire, tout le monde est en train d'agiter le fantôme de la sécurité des données. Il y a quand même une enquête qui disait que 79% des Français craignent pour la sécurité de leurs données de santé. Donc il y a quand même un vrai enjeu. Le fait est les seules personnes aujourd'hui qui sont conscientes du problème de la sécurité des données, c'est les gens qui ne sont pas concernés. Vous demandez à n'importe quel patient qui souffre d'une maladie chronique s'il accepte de partager ses données et en échange pour avoir un meilleur service et pour améliorer la science médicale, c'est le premier à dire prenez mes patients, prenez mes données, je veux dire. Il y a un nouveau phénomène aux États-Unis, ce qu'on appelle data for good, où les gens ils choisissent de partager les données pour faire de la recherche médicale. Et on gère un programme avec American Heart, 1,1 million de patients tous les jours envoient leurs données à la Fondation du Cœur. On n'a pas vendu 1,1 million de tensiomètres en plus. Ils reçoivent un push sur la app disant « Cher Olivier, acceptez-vous de partager vos données anonymes de tension avec la Fondation du Cœur pour faire la recherche épidémiologique ?» Qu'est-ce que vous répondez ? Ben, évidemment, oui. Je réfléchis. Et des programmes, par exemple... Non, je rigole. Les programmes, à nouveau, je reviens au fait que prendre une donnée, c'est facile. C'est savoir quoi faire qui est important.
Quand je regarde le programme de Camille, le On va en programme parler de Halloween, justement, ouais, qui de Halloween. offre vraiment des solutions de gestion de pathologie du patient, c'est ça ce qu'il faut pousser. D'ici quelques années, partager ces données médicales, ce serait à peu près la même chose que de faire un don d'organes. C'est évident que si c'est utile à quelqu'un d'autre, ça ne me coûte rien, il faut les partager. Mais il faut bien sûr qu'elles soient anonymes, etc. Il n'y a pas de modèle économique pour vendre les données aux assurances. Quel est l'intérêt? Les assurances n'ont pas le droit de s'en servir. Et si, dans certains pays, par exemple en Allemagne, où les assurances ont accès aux données médicales, est-ce que c'est forcément mauvais? Votre assurance vous dit... Parce que la relation avec l'assurance en France est une relation d'adversariat plutôt que de partenariat. En Allemagne, votre assurance vous dit « Ah, Frédéric, vous êtes diabétique? Tiens, j'ai une solution pour vous. Ça vous coûte moins cher, ça me coûte moins cher, et je deviens votre partenaire de gestion de pathologie. » Ici, c'est une relation d'adversariat. Il faut que j'aille m'acheter des nouvelles lunettes. J'en ai pas besoin, mais il faut que j'épuise mon forfait. Parce qu'on sait que l'assurance, elle paye à l'aveugle. Donc, ça, c'est de la mytho, en fait, de dire ah, on va vendre les données. Il n'y a aucun intérêt commercial. Non, mais il y avait quand même une réflexion. Utilise les données. Il y avait quand même une réflexion chez certaines complémentaires en France d'intégrer un système de bonus-malus en fonction du patient s'il était observant ou non. Oui, ça n'a jamais marché. Et c'est la connerie. Ça ne sert strictement à rien. C'est du marketing. Frédéric voulait rajouter quelque chose là-dessus? Oui, je suis assez d'accord en fait, parce que le problème c'est que quand même on réussira pas à éviter certaines appréhensions. Je vois, nous on gère les données confidentielles de défense quand même à très haut niveau, on gère des données bancaires, on a l'impression que quand on gère des données de santé c'est quasiment pire. On nous a imposé un système 74 exigences, etc. C'est assez une usine à gaz. Hein. J'en parle volontiers parce qu'on a aussi participé pour construire ce référentiel. Mais globalement, il y a quand même une peur. Aujourd'hui, on est très très loin de la monétisation des données, mais très très loin. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est au moins récolter ces données, voilà, et essayer surtout de trouver des services intelligents pour exploiter ces données, passer de big data, du smart data, et vraiment à avoir de l'analytique, parce que c'est dans l'analytique qu'il y a la valeur ajoutée. Et si vous donnez effectivement des services où tout le monde est gagnant, même l'assurance maladie, je ne vois pas en quoi ce serait un problème que de partager ces données. Alors peut-être justement Camille, on a vu un petit peu les peurs, hein, l'épouvantail des big données, des données de santé. Il y a quand même un travail pédagogique à faire au niveau des pharmaciens. Je crois que c'est ce que vous faites hein, chez Valwin. En 2 mots, est-ce que vous expliquez un petit peu la plateforme, le mode de fonctionnement et l'accompagnement auprès des pharmaciens d'officine? Oui. L'idée c'est que, en effet, comme on n'est pas éduqué à ça, on ne se rend pas compte de l'impact, de comment on peut l'utiliser. Donc nous, on propose des PRM, donc Patient Relationship Management, sous format web, qui aide le patient à gérer sa santé, accompagné par le pharmacien. Donc concrètement, c'est des briques. On construit des briques. Alors nous, on a des idées, mais on en construit d'autres avec les pharmaciens quand ils ont des idées. L'idée, c'est de se servir de la technologie pour faire, par exemple, du suivi de pathologies chroniques, de récupérer les mesures des objets connectés et de faire du suivi associé, de faire de la réservation d'ordonnances, du conseil. Alors ça peut être des vidéos d'explications de dispositifs médicaux, des fiches conseils sur les maladies. L'idée, c'est que de toute façon, qu'on le veuille ou on ne le veuille pas, nos patients, ils vont sur Internet et ils ont des sources de santé et d'informations qui ne sont pas forcément très crédibles ou sur lesquelles il y a des erreurs. Aujourd'hui, les 2 sources principales des Français, c'est Wikipédia et Doctissimo. Il y a environ 70% d'erreurs sur les articles, ce qui est quand même un problème de santé important. publique. Ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est de vraiment... les Français, malgré le fait qu'ils crachent parfois sur les pharmaciens, ils sont 91% à être fidèles aux pharmacies. Donc nous, ce qu'on veut, voilà, c'est de dire aux pharmaciens, on va vous accompagner dans cette démarche, chacun à son niveau, parce que on est plus ou moins sensibilisé à ça, et ça va vous permettre de gagner du temps, d'avoir de la productivité. Quand vous faites de la réservation d'ordonnance, tout simplement, ça permet, on a les périodes de rush à 16h à la sortie d'école, au moment, il y a des moments plus tranquilles où on va pouvoir préparer ces ordonnances, et justement, quand le patient vient, passer plus de temps avec lui sur le conseil associé et sur l'accompagnement. D'accord, parfait. Voilà. Juste, vous êtes à combien d'abonnements actuellement sur la plateforme au niveau de pharmaciens? Combien de pharmaciens? Ouais. On travaille avec 50 pharmacies aujourd'hui. Là, on est en train de signer 2 GIE de 10 pharmaciens chacun. Et voilà, on avance par étapes
Voilà, l'idée, on essaye de construire avec des pharmaciens qui sont dynamiques, qui ont envie et qui ont des idées, parce qu'on veut enrichir ces plateformes à chaque fois. Voilà, il y en a qui, par exemple, il y en a un qui a une idée pour gérer les laboratoires, l'autre pour gérer les promis. L'idée, c'est vraiment que ça soit un outil qui vous facilite le quotidien. Alors, je rebondis sur ce que vous avez évoqué, le patient. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié. On a parlé d'e-observance avec votre objet, Lucien, mais on voit qu'il y a parlé d'un patient connecté, mobile, participatif, qui fonctionne en réseau, en communauté sur le web. A contrario, on a des communautés de professionnels de santé, mais qui sont assez hermétiques, qui ne fonctionnent pas entre elles. Comment faire en sorte que finalement les patients sur Doctissimo échangent avec des pharmaciens via d'autres plateformes? Est-ce que c'est un vœu pieux, ou dans un futur proche, il pourrait y avoir un dialogue constructif? Je pense que de toute façon, il y a de plus en plus de services qui se montent sur le conseil en ligne, où justement on connecte les patients avec les pharmaciens ou des médecins. Donc ça va dans ce sens-là. Le problème des communautés, c'est souvent, c'est pas forcément bien modéré, ou alors chacun reste dans sa bulle. Ce qu'il faut, c'est associer des partenaires qui sont dans une dynamique de partenariat et d'échange autour du patient. Donc après, c'est une ouverture d'esprit. On a toujours quand même la caste pharmacien, médecin, infirmier. Donc ça va de mieux en mieux, mais on est toujours un petit peu là-dedans. Donc c'est aussi un changement de mentalité à avoir, où on se rend compte que finalement, ça va faire gagner du temps à tout le monde. Un médecin, aujourd'hui, il perd à peu près 1 heure par jour à aller chercher des informations autour de son patient. Alors que si on était tous connectés, ça permettrait à tout le monde de gagner du temps. Justement, Lucien, peut-être on rebondit sur cette idée du réseau d'interprofessionnalité. Camille soulevait un point intéressant. C'est vrai que chacun fonctionne en vase clos. On a déjà du mal à faire l'interprofessionnalité en réel, en présentiel. En virtuel, ça paraît inimaginable. C'est inimaginable, mais c'est dur. Mais c'est dur. Oui. Mais le patient va nous obliger. Le patient va nous obliger. Il y a des cliniques aujourd'hui qui font sortir des patients avec des autotensiomètres ou avec des glucométeurs. D'ailleurs, Samsung, à l'hôpital Croix-Rousse, a mis en place une expérience. Donc, ton médecin, là, il se retrouve avec le patient qui lui dit, écoutez, j'ai un appareil, voilà, il me dit ça, et l'autre, il continue à noter à la main, ça va pas durer, donc ça peut pas. Et puis derrière, le pharmacien, il dit, écoutez, je ne sais pas lire votre appareil parce que j'ai pas le bon cordon, ça va pas non plus. Donc, on voit bien, si nous, on n'y va pas, les patients vont nous y obliger. Et comme l'interprofessionnalité, comme on vit de plus en plus vieux et qu'on a envie de rester de plus en plus en bonne santé, et quand bien même on est chronique et on est soigné, et qu'on a envie de continuer de bien vivre, on va exiger de ces professionnels de santé qui se bougent pour s'occuper de nous. Et donc l'interprofessionnalité, c'est pas la peine d'aller construire des maisons médicales et d'imaginer que ça passe par je ne sais quelle association. Je dis, l'interprofessionnalité se développera automatiquement parce que les patients exigeront que les professionnels de santé s'y mettent. Et les objets connectés, la technologie nous aidera à mettre en place. Moi, je trouve complètement encore anormal aujourd'hui que dans une officine, je reçoive un patient chronique et je ne sais pas, qui sort de l'hôpital et je ne sais pas pourquoi, quel traitement, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'on lui a donné. Par contre, je vois 2 Dafalgan, un machin, 6 douleurs, 6 machins, 6 trucs, point barre. Et voilà. Et j'ai pas moyen d'accéder à son dossier. Alors, on a créé, nous, le dossier pharmaceutique. Il crée le dossier médical personnalisé. Ouais. Et on est tous à côté de la plaque. Nous, on a créé le dossier pharmaceutique pour nous protéger. Pour nous protéger de Leclerc, pour nous protéger des autres. On dit, comme ça, il ne sait pas faire. Bon, on sera meilleur que lui. Les médecins créent le dossier médical pour eux. Mais c'est le dossier patient. Alors, d'autres structures sont en train d'imaginer le dossier patient électronique. Et puis, voilà, c'est celui-là qui va s'imposer parce que c'est les patients qui vont nous dire, moi, je veux celui-là et je ne veux pas celui-là. Oui, une réaction UV sur ce que disait Lucien. La genèse de la santé connectée, c'est basé sur 3 mots qui sont measure, track, share. Mesurer, suivre, partager les données. C'est ça le but de la santé connectée. Et si on regarde l'étymologie de la télémédecine, c'est un des seuls mots que je connaisse qui vient du grec et du latin en même temps. Donc télé, voyage du grec, et médecine du latin. Faire voyager les données plutôt que de faire voyager le patient. Et quelle que soit la donnée, elle va être beaucoup plus facile à transporter, à envoyer, s'il est en digital que s'il est écrit seulement sur papier dans le bureau du médecin ou chez la pharmacie. Il faut prendre avantage de cette nouvelle technologie qui nous permet
de faire voyager la donnée. Et c'est ça le but de la santé connectée. C'est vraiment de partager l'information, de la partager avec vos confrères et de la repartager avec le patient lui-même. Alors peut-être, Carlos ou Frédéric, une question qui a encore quelques années relevé du domaine de la science-fiction. Est-ce qu'on va voir un jour les médecins prescrire des objets connectés et les pharmaciens les dispenser? Est-ce que ça fait encore rire dans la salle, mais est-ce que... Non, mais on a fait une opération qui s'appelait Lindbergh à l'époque, où on faisait de la télémédecine, où un chirurgien opérait quelqu'un à New York alors qu'il était en France. C'était plus de la médecine qui passe à la télé que la télémédecine, d'ailleurs, au passage. Mais donc, il y a toujours eu ce type d'innovation. Le problème, c'est d'avoir raison trop tôt. C'est souvent le cas. Donc, ça met beaucoup de temps. Aujourd'hui, les TSN, je peux vous répondre très clairement, ils ont des work packages, c'est-à-dire des groupes de travail qui travaillent sur les objets connectés, et ce sont les médecins libéraux qui gèrent ces work packages. Donc c'est un premier élément de réponse pour vous dire que les médecins y pensent. Je suis assez d'accord avec ce que disait Lucien. Le problème, c'est effectivement, vous avez les DPI, les dossiers patients informatisés dans les hôpitaux, le DMP de l'autre côté, puis le DP, et puis c'est bon. Chacun en silo sans que ça se cause. Ça pourra pas continuer comme ça. Il n'y a pas de raison il faut s'inspirer aussi d'autres pays. Si en Angleterre, la e-prescription explose et que chez nous, ce n'est pas le cas, il faut aussi s'interroger sur notre problématique organisationnelle, parce que je reviens encore une fois, l'innovation n'est jamais technique, elle est organisationnelle. C'est pas la peine d'essayer de... Voilà. Donc s'il y a une innovation organisationnelle, je pense qu'on pourra avancer dans ce sens. Moi, je suis désolé de te contredire, Frédéric, mais il n'y a aucune raison de rembourser les objets connectés en pharmacie. Quelle serait la raison? C'est ce que les gens ils pensent. Est-ce qu'on va rembourser un tensiomètre? Mais aujourd'hui, il y a des objets connectés qui sont remboursés, qui sont, par exemple, je fais des glucomètres, qui sont remboursés par la Sécu, qui sont connectés, mais ils ne sont pas remboursés parce qu'ils sont connectés. Ils sont remboursés parce que ce sont des dispositifs médicaux enregistrés à NSM avec tous les dossiers. Et c'est là où il faut vraiment faire la différence entre un gadget connecté et un dispositif médical connecté. Les règles sont déjà là. Si c'est un dispositif médical et s'il y a lieu à un remboursement, ce n'est pas le fait qu'il soit connecté ou non qui va le faire rembourser. C'est l'utilisation du produit qui le rembourse. Mais sur les médecins, moi ce que je disais simplement, c'est qu'aujourd'hui, dans les territoires sur numérique, ce sont les médecins qui s'intéressent aux objets connectés. Donc à un moment donné, évidemment, c'est pas le fait qu'ils soient objets connectés ou pas, c'est pas ça le lien sur le remboursement. Simplement, chacune des communautés, que ce soit le conseil départemental, les médecins, l'hôpital et toute la communauté commence à s'intéresser. À un moment donné, il faut qu'ils causent entre eux. C'est ça que je veux dire. Lucien, peut-être sur la question du remboursement, est-ce que vous voulez rajouter un point? Non, je crois que c'est pas... Tu as tout à fait raison, et je crois que c'est pas autre chose. C'est dispositif médical, oui ou non, ça rentre dans le cadre, c'est pris en charge ou pas, peu importe. Moi je dis aux pharmaciens, pourvu qu'ils ne soient pas remboursés. Il faut qu'aujourd'hui, les pharmaciens, nous apprenions à vendre du service. Voilà. Et lui, c'est juste le petit bout de plastique qui va nous aider à accompagner le service. Et il faut qu'on vende des packages, il faut qu'on apprenne à vendre notre savoir-faire. Ça, c'est nulle part. C'est écrit nulle part. Il faut qu'on arrive à vendre une consultation, un entretien, des visites, des rendez-vous, un plan posologique. Et puis, le petit truc en plastique qui va aider pour que ça aille plus vite et que je puisse lire. Donc, et puis, j'ai presque envie de dire, je préférais le louer plutôt que le vendre. Parce que 3 mois après, il va me dire « je voulais un rose » ou « je ne voulais pas celui-ci, je veux un autre ». Il y en a un qui vient de sortir, je veux le dernier, etc. etc. D'accord, peut-être Camille, une question, rebondir un peu sur l'e-observance. Lucien a montré son objet, je crois que c'est une étude il y a quelques années montrait 9,3 milliards d'euros d'économies pour l'assurance maladie sur 6 pathologies chroniques. Est-ce que la communication, elle ne devrait pas être déjà là-dessus, sur l'e-observance, en parlant, avant de parler de services à valeur ajoutée, d'objets connectés, de digitalisation du comptoir, des vitrines, etc., sur le patient et l'e-observance? Si, je pense que c'est ce qui est le plus important. De toute façon, ce qui est bien, moi je pense, avec la e-santé, c'est que justement, ça sensibilise les patients. Aujourd'hui, dans notre système français, les patients pensent que la santé est gratuite, donc ils ne sont pas sensibilisés, ils prennent leurs médicaments, ils ne les prennent pas, etc. Avec, que ce soit des objets connectés ou des applications mobiles, ils commencent à devenir acteurs de leur santé. Et ça, c'est quelque chose de positif pour nous au comptoir. Enfin, quand les patients font n'importe quoi, etc., qui ne sont pas sensibilisés, là, on leur donne le moyen de devenir un peu acteurs. Donc je pense que c'est
à la fois, eux, ils sont contents aussi de comprendre, et à la fois, nous, ça nous aide dans notre travail d'accompagnement éducation thérapeutique. Justement, Carlos, acteur, on parlait d'acteur, c'est vrai que le pharmacien acteur de l'e-observance, on aimerait que ce soit un peu plus mis en avant, à la fois par les politiques en matière de santé publique, par le ministère de la Santé, par les directives organisationnelles. Ça passe un petit peu à côté. C'est votre démarche en tant qu'industriel de faire passer le pharmacien comme l'acteur de l'e-observance? Nous, le rôle d'un industriel comme Samsung, qui est aujourd'hui la marque préférée des Français, c'est d'avoir une véritable influence dans les modes de vie. 12,7% du PIB consacré aux dépenses de santé. Nous, on imagine que ce sera 20% à horizon 2030. La santé, c'est la principale préoccupation des gens. 90% des personnes âgées veulent vieillir et mourir à domicile. Donc le marché de la santé, pour vous qui êtes pharmacien, il y a une manne énorme à prendre. Il y a un virage ambulatoire. Aujourd'hui, on sait que 30% des patients ne prennent pas leur médication. Vous conseillez un médicament, ça coûte une fortune à nous tous, parce que c'est nous qui finançons la sécurité sociale. 30% ne prennent pas leur médicament, et sur ceux qui en prennent, 70% ne le prennent pas au bon moment. Donc là, il y a un véritable enjeu d'éducation, d'accompagnement. Il y a une étude qui a été faite observationnelle à Gustave Roussy sur un traitement anti-angiogénique médicamenteux, donc prise orale, où ils ont amélioré la vivabilité des patients, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas l'efficacité du traitement de 30%, parce qu'il y avait un coaching personnalisé, il y avait une alerte sur un smartphone Samsung. Je ne sais pas si c'est un Samsung, mais en fait non, il y a un accompagnement, il y a un coaching. Ça coûte tellement cher aujourd'hui de traiter un patient qu'il faut qu'il y ait une prise de responsabilité du patient qui a la chance d'avoir accès à ce traitement, et une prise de responsabilité du pharmacien qui va le conseiller en disant « Monsieur, ce traitement, ça vous coûte 4 000 € par mois, ou ça coûte 1 000 € par mois, vous êtes obligé de le suivre à la lettre, s'il vous plaît. Et pour vous aider à ça, on va vous mettre à disposition un petit module. En termes de technologie, franchement, c'est du basique de chez basique. Mais c'est plus une démarche de coaching, de responsabilisation. On dépense énormément d'argent. Donc l'argent disponible pour traiter le patient, il est considérable. Ce qu'il faut, c'est changer la façon dont c'est fait. Et les technologies digitales vont permettre d'accompagner. Voilà. Oui. Je me suis peut-être mal exprimé quand je... Oh, pardon. Ouais, on va prendre les questions après. Je me suis peut-être mal exprimé sur le remboursement des produits. Donc, parce que même si je suis contre le remboursement du plastique lui-même, de l'objet, du tensiomètre ou de l'oxymètre de pouls, ça ne veut pas dire que je suis contre le remboursement du service. Il y a une nouvelle industrie qui est en train de se créer, et c'est les mutuelles, les assurances, qui ont tout intérêt à rembourser les services tels que celui de Camille. Parce que, par exemple, on gère une étude avec Maccabi, c'est pas un très bon nom pour une assurance, mais c'est en Israël, MACCABI, deuxième plus grosse assurance en Israël, où depuis septembre 2012, on gère 12 000 patients diabétiques, et au bout de 2 ans et demi, on a réduit le taux de réhospitalisation de 38%. Ça, vous pouvez imaginer ce que ça représente pour une assurance. Donc les assurances ont tout intérêt, et assurances mutuelles, gouvernement ont tout intérêt à rembourser le nouveau service. C'est la première fois en 2016, dans toute l'histoire de France, que la pharmacie est remboursée pour un acte de gestion du patient. Vous serez payé pour prendre soin du patient à distance, plutôt que de seulement lui vendre des médicaments. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la salle, donc on va privilégier un temps de parole pour le public. Je ne sais pas qui se lance. Oui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, énormément. J'ai une information. Ah, pardon. J'ai une information de dernière minute. Alors. Depuis 2006, il existe des logiciels pluriprofessionnels de maisons et de pôles de santé qui partagent les informations sur un serveur hébergé. Ce qui fait que depuis 2006, les pharmaciens qui sont passionnés par l'interprofessionnalité et par la qualité de la prise en charge des patients ont la possibilité d'avoir le même outil de travail que le médecin, l'infirmier, le kiné, l'ostéo, tout ce qu'on veut. Donc, les solutions, Monsieur Benathan, vous avez 10 ans de retard. Voilà. Donc les solutions, elles existent. Maintenant, je vais vous informer sur un petit point de détail. Il existe
Fais la rapide, on fait Fédération, court. Ouais, court. Fédération Court, française court, des court. maisons et pôles de santé, qui est pionnière là-dedans. On utilise des outils informatiques à l'heure actuelle. Ce que je fais dans ma pharmacie, vous imaginez même pas le potentiel que ça a. Donc je vais juste vous dire une chose. Ce qui est embêtant, c'est que ça nous donne le pouvoir d'être les gardiens des poisons. C'est-à-dire de dispenser, et logiquement on devrait être rémunéré en fonction du nombre de boîtes que l'on ne dispense pas, parce qu'on fait de la coordination, parce qu'on fait de la prévention, parce qu'on fait de l'éducation en santé. Tout ça c'est faisable depuis 2006. Alors qu'est-ce qu'on attend pour se bouger là ? Sauf que, on va avoir la possibilité d'enfin sevrer nos millions de drogués au benzo, que peut-être même c'est ça qui déclenche les Alzheimer, on ne sait pas trop. Merci. Ouais, voilà. juste, Je prends la parole, parce que, mais là, il voilà, faut que la pharmacie un se réveille commentaire. parce qu'on a 10 ans de retard. Merci. Voilà, on va juste prendre des questions. lesgardiensdespoisons@gmail.com. Voilà, s'il vous plaît. Moi, je Allez-y. voulais juste demander. Oui. Je peux répondre? Je voulais juste demander ce que pensent nos interlocuteurs de tous les lobbies et même des actions politiques qui ont tendance à discréditer en permanence le médicament. Et il faut penser à nous au comptoir. On est en train de lutter ligne par ligne, médicament par médicament, pour leur dire c'est important, prenez vos médicaments. Mais vous êtes sûre, madame, c'est pas un poison. On m'a dit ça, sur ça, sur ça. Donc je vous entends beaucoup parler d'observance, mais vous vous rendez pas compte au comptoir que maintenant, pour leur faire prendre 4 lignes sur une ordonnance, quand il y en a 10, c'est devenu quasiment une performance. Et encore, on n'est même pas sûr qu'ils les prennent. Parce qu'en amont, il y a les lobbies, il y a les actions politiques, les campagnes de la sécurité sociale, comme les antibiotiques, c'est pas automatique, etc. Et nous, au comptoir, on est le relais de ça. Qui veut répondre? Si je pouvais répondre d'abord à la question de madame et ensuite aux commentaires de monsieur. Aujourd'hui, la santé connectée est en train de transformer une industrie qui était essentiellement négative en une industrie qui est positive. Il ne sert strictement à rien de dire à quelqu'un qui est obèse qu'il est obèse. Il le sait déjà, mais en même temps lui donner les outils pour lui faire savoir qu'il est en surpoids et en même temps comment faire et quoi faire. Et s'il y a une chose que fait la santé connectée, c'est qu'elle améliore la compliance. Parce que le monsieur, il a des rappels, ou monsieur ou madame qui utilisent la santé connectée, a des rappels quotidiens, faites attention. C'est seulement une question de conseil, de faire comprendre. Et il y a plusieurs études en cours aujourd'hui aux États-Unis qui sont en train de démontrer l'effectivité, non c'est pas un mot français, mais l'efficience, merci Frédéric, l'efficience de la santé connectée comme un instrument de compliance. Mais c'est à nouveau, c'est pour moi surtout une question d'améliorer la relation entre vous et le patient. S'il a une meilleure compréhension, il aurait une meilleure utilisation. Et pour le commentaire de monsieur, je suis d'un côté plus ou moins d'accord, mais c'est ce que je disais, c'est que ça fait depuis 20 ans qu'on a la santé connectée. Mais c'est comme maintenant, aujourd'hui, que c'est vraiment rentré dans les mœurs et les attentes du grand public, et c'est poussé par le grand public autant que par le milieu professionnel. Et c'est pour ça que maintenant, on a une recrudescence, que tout le monde commence à en parler, commence à se servir de ces services qui existent, en effet, depuis plusieurs années. J'en parlais justement à Frédéric avant cette réunion. J'ai une magnifique image dans mon bureau qui a été tirée sur la télévision en 1998, quand ils ont pour la première fois intégré l'Internet sur les ordinateurs. Et il y a le présentateur de télévision avec une image d'un ordinateur et ça disait « Internet, le danger ». Et aujourd'hui, on est en train de parler de la santé connectée de la même manière. On parle de la santé connectée, le danger. Moi, je pense que c'est notre devoir, notre rôle d'expliquer aux gens que les nouvelles technologies existent et qu'ils doivent les utiliser à bon escient, bien sûr. Camille, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je voulais compléter un petit peu pour vous répondre. Les acteurs de la santé sont en train de se bouger et de se rendre compte que la digitalisation peut amener des choses positives, et notamment la sécurité sociale. Nous, on est en train de travailler avec eux sur un projet pour expliquer aux patients pourquoi un médicament est remboursé ou pas, quel est le coût total de son traitement et pourquoi il doit être observant et essayer de comprendre. Donc c'est vrai que jusque-là, on avait l'impression que c'était des pachydermes qui bougeaient pas trop, etc. Mais les choses sont en train de changer et plutôt dans le bon sens et avec pour aider le patient, le pharmacien aussi au quotidien. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On est très clair. Ça a été très clair, voilà. Bah écoutez, oui, moi je voulais faire une remarque. Je pense que la meilleure façon d'encourager les patients et les professionnels de santé à aller dans une direction, c'est les retours d'expérience positifs. Nous, ce que l'on fait, on travaille, on accompagne des projets. Vous parliez tout à l'heure de la Croix-Rousse. La Croix-Rousse nous a demandé de les accompagner dans le projet de réduire d'une journée d'hospitalisation moyenne par accouchement et de mettre en place des outils digitaux pour accompagner les patientes en retour à domicile, pour les rassurer, leur donner des outils d'éducation. On a la même expérience avec des neurochirurgiens qui veulent accompagner les patients à domicile et qui puissent les coacher dans la réadaptation fonctionnelle.
Je pense qu'à partir du moment où on sera capable de démontrer que les outils digitaux apportent du service sans que ça coûte plus cher, au contraire, là, on arrivera à transformer les usages. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette démarche. On travaille beaucoup, nous, on se connaît parce qu'on est le monde est petit, mais on travaille aujourd'hui. Notre priorité, c'est de créer des usages et de démontrer à nos gouvernants que ça fonctionne. Voilà. Oui, Camille. Ouais. Oui. Moi, simplement, ce que je voulais dire, c'est on a tendance à vouloir effrayer les pharmaciens en disant il faut que vous y alliez, si vous n'y allez pas, il y en aura d'autres qui iront, etc. C'est une vérité, mais je pense qu'il faut tourner. Je pense qu'il faut aussi changer d'état d'esprit et simplement voir ça comme une opportunité. Et voir comment vous pouvez utiliser la e-santé pour vous développer et pour améliorer votre quotidien de pharmacien. Ok, alors il y a juste une dernière question ici, allez-y. Oui, alors moi, en vous écoutant, je me pose une question. Donc, si j'ai bien compris, vous vous dites qu'actuellement, le grand public est plus impacté par rapport au numérique que le secteur des pharmaciens ou du secteur de la santé en général. Et je voudrais savoir comment vous l'évaluez, c'est-à-dire le niveau de perméabilité des acteurs de la santé, que ce soit les pharmaciens, les médecins, par rapport au numérique, en lien avec le grand public. C'est quoi quel est ce degré de perméabilité ou pas? Est-ce qu'il représente 5, 10, 15%? Voilà, parce que moi, j'ai fait un petit tour là du salon et j'ai quand même l'impression qu'il y a des grosses pesanteurs, quoi. J'ai plus l'impression que ça va évoluer avec la nouvelle génération des pharmaciens, mais que là, on est quand même... excusez-moi, mais j'ai pas le sentiment que vous évoquez. Voilà, c'est une question. Puis, c'est très troublant parce que j'entends que c'est plus le public qui doit pousser les pharmaciens à intégrer le numérique. J'ai un peu l'impression d'entendre la même chose, par exemple, au niveau de l'éducation nationale. Vous voyez, c'est un peu troublant. Voilà, donc je sais pas, je m'interroge. Voilà. Qui veut répondre? Le fait est que maintenant l'information elle est presque gratuite. Tout le monde peut avoir accès à l'information. Historiquement, on travaillait plus en silo. Il y avait la pharmacie, il y avait le médecin, etc. De la même manière qu'il y a 50 ans, les gens ils bossaient dans un travail, ils faisaient le même boulot pour le reste de leur vie. Aujourd'hui, l'âge moyen d'un homme est de 80 ans, d'une femme de 83 ans. Vous allez avoir plusieurs carrières. Les carrières sont transversales. Vous allez changer d'un boulot. Tout ce qui est information devient presque gratuit. Et donc, par définition, si c'est accessible par tout le monde, ça va être poussé par tout le monde. Il y a 20 ans, Internet n'existait pas, ou presque pas. Donc, c'était presque impossible d'avoir cette information. Mais aujourd'hui, tout le monde est informé. Les patients, ils ont ça beaucoup plus sur leur pathologie qu'ils le savaient il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, par définition, ça va être autant poussé. Mais il faut accepter ce nouveau paradigme, cette nouvelle utilisation de la donnée, parce que si on ne l'accepte pas, c'est là où vous allez devenir complètement un îlot, en pharmacie. D'accord. Frédéric, vous voulez rajouter? Oui, on fait des enquêtes très régulières, regardez ce qu'on a fait sur Odoxa, etc. C'est pas vraiment la maturité technologique qui pose un problème, hein. La dernière enquête qu'on a fait, par exemple, les gens préfèrent aller à l'hôpital que d'attendre au téléphone. Je vous parle de téléphone pour prendre un rendez-vous, hein. On n'est pas dans les nouvelles technologies. Ça veut dire qu'il faut que, la techno, elle marche, qu'elle soit transparente, c'est pas forcément le cas, et qu'il y ait un intérêt rationnel de cet usage-là. Les gens sont intelligents, vous savez, s'ils n'utilisent pas ça, c'est qu'ils ont des intérêts plus ou moins contradictoires pour utiliser telle ou telle technologie. Donc il faut changer le comportement, c'est un peu le produit de la personnalité par la situation. On va changer la situation, et effectivement, moi je connais des mamies qui utilisent très très bien Internet, qui envoient des photos, etc. C'est pas un problème d'âge, hein. Pas un problème d'âge, c'est un problème de quel est mon intérêt réellement à utiliser la nouvelle technologie. D'accord. Bon, dernier, ouais, très très court alors. Très court. Vous vouliez un retour d'expérience sur le terrain? À l'heure actuelle, on fait du disease management. C'est-à-dire que le lundi matin, dans la maison de santé où je bosse, on voit tous les patients chroniques du village. Et en fait, j'ai accès à l'ordonnance et j'ai accès aux données du patient avant même qu'il ait levé ses fesses de la chaise du bureau du médecin. Ce qui fait qu'avant même qu'il arrive à la pharmacie, j'ai déjà sorti son traitement, prétarifié le traitement. Il arrive, je l'accueille dans une zone de confidentialité, je prends la carte vitale, je la mets dans le lecteur, je fais entrer et j'ai 20 minutes pour faire du conseil. Et vu qu'on fait du disease management avec des pathologies chroniques, je passe ma matinée dans la zone de confidentialité à être productif.
Parce qu'à l'heure actuelle, le pharmacien, il n'est pas productif. Si, la première minute, quand il analyse l'ordonnance dans sa tête, et les 2 dernières minutes, il essaye de donner du conseil, mais il n'est pas en zone de confidentialité. Madame Michu, elle n'entend pas très bien, ce qui fait que pour donner ses conseils, il est obligé de gueuler dans la pharmacie alors qu'il y a du monde derrière. Voilà ce que c'est que la productivité. Merci. Bon, c'est bien, ça suscite du débat. Merci à tous pour cette table ronde et bon après-midi.